J'ai consacré, en 1976, donc il va y avoir 40 ans dans quelques jours, parce que l'ouvrage est paru, je crois, en début de 76, j'ai consacré un ouvrage qui s'appelle Clé pour l'astrologie, et qui avait d'ailleurs une couverture spéciale, qui a été rajoutée voilà. Et donc, Clé pour l'astrologie, j'ai fait le prendre en 1976. Et dans cet ouvrage-là, je consacre une part importante, qui est reprise d'ailleurs dans les mathématiques divinatoires, paru en 83 chez Très Daniel et la Grande Conjonction. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je me suis intéressé énormément à la question des domiciles et des exaltations des planètes, ce qu'on appelle aussi les maîtrises, ce qu'on appelle aussi les trônes, etc. Sujet qui avait beaucoup intéressé d'ailleurs dans des romans, dans les années 30, des ouvrages comme Planète des Destins, etc. Et à la suite, Jean Carteret, qui a quand même été marqué par Don les romans, qui a publié d'ailleurs des articles dans la revue de les romans. Et il y a d'autres auteurs qui depuis ont écrit sur ces sujets. Lisa Morpurgo, que j'ai bien connue avant même l'apparition de mon livre, et puis d'autres comme chez Benoît Jourlin, etc. Et finalement, quand on regarde on écoute les astrologues parler entre eux, j'ai souvent filmé des réunions d'astrologues, comme avec Didier Chédin, qui m'a laissé filmer pas mal de temps ces dimanches, on s'aperçoit que la question des domiciles exactement ne fait aucun problème. Il y a un consensus total, il n'y a aucun changement, on est resté exactement au même point qu'il y a 60 ans. Pluton n'a toujours pas d'exaltation acceptée. On n'a pas, même l'exaltation de Pluton n'a même pas fait l'objet d'un consensus quelconque. On est resté à Pluton en Scorpion, Neptune en Lion, Neptune en Poisson, Uranus en Scorpion, Uranus en Verseau. Enfin, bon, tout ça avait été établi il y a déjà longtemps, et je ne parle pas évidemment des domiciles des planètes connues de l'Antiquité, qui lui-même est resté totalement inchangé. Alors certains diront, bah, si c'est inchangé, c'est que c'est valable. C'est pas si simple que cela, parce qu'il y a des anomalies, il y a des manques. On n'a toujours pas tranché la question de savoir, parce qu'actuellement il y a encore 40 ans après les clés pour l'astrologie, on n'a toujours pas, on n'a toujours pas les domiciles des planètes transplutoniennes, puisque pour qu'il y ait 12 planètes pour 12 signes, il faut bien qu'il y ait 2 transplutoniennes normalement. Je renvoie d'ailleurs aux travaux aussi de Olivier Perbrune sur ce sujet, qui a participé à notre dernier colloque du 13 décembre 2013. Voilà. Donc, il y avait une recherche à mener sur ce sujet. Elle m'a passionné pendant des années, notamment à la fin des années 60. Je m'ai même bien fréquenté un certain nombre de néromaniens, comme Max Duval, Jacques Moine, Arthur Lebeau, enfin surtout Max Duval et Jacques Moine. Max Duval venait régulièrement rue des Gobelins me rencontrer pour écouter ce que j'avais à dire sur ce sujet. C'était au début des années 70, donc il y a plus de 45 ans. Et parce que ça prolongeait la démarche d'investigation de Néroman. Et finalement, j'ai publié des modifications de cette théorie qui n'ont absolument plus aucun écho, et pourtant elles étaient relativement bien étayées. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est solidifié, qui s'est sédimenté. Et ce que j'appelle les consensus, les anciens consensus, ont gagné la partie face à la proposition de nouveaux consensus. Que tout se passe comme si le milieu astronomique était incapable d'accepter un certain leadership intellectuel de personnes vivantes et ne pouvait accepter et entériner que des consensus déjà bien anciens et d'auteurs déjà enterrés.
c'est pas du tout différent. Cette bataille, cette problématique entre ancien consensus et nouveau consensus, et quand une société n'est plus capable de se restructurer et regrouper autour de nouveaux consensus, elle est complètement décadente. C'est un peu le cas de la communauté astrologique actuelle. Alors, est-ce qu'on peut discuter calmement de ces questions des domiciles d'exaltation des planètes, ou est-ce que c'est absolument insupportable? Il semble que cette affaire ne puisse plus être, ce dossier ne doit plus être rouvert, il faut garder les choses telles qu'elles sont, il faut laisser tout comme ça. Même si on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, de toute façon, dans le thème astral, ça fonctionne, les maîtrises fonctionnent, et puisque ça fonctionne, il n'y a pas besoin de reprendre les choses et de réinventer la brouette, comme dirait l'autre. Et donc, c'est le status quo, depuis, je répète, dans les années 70. Aucune proposition de réforme du dispositif des domiciles d'exaltation n'a jamais été entérinée et acceptée, et donc on en reste aux vieilles propositions qui datent des premiers siècles de l'ère chrétienne, du moins celles qui sont attestées. Et alors il y a des problèmes. La première chose déjà, c'est la question des luminaires dont j'ai souvent parlé. Il semble que ce soit à cause de la pression des équinoxes que la Lune soit passée du Bélier au Taureau, et que le Soleil soit passé du Taureau au Bélier. Ils ont commencé à l'ère du Taureau et à l'ère du Bélier. Et donc, mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. J'ai publié un nombre considérable de textes au cours des années sur ces sujets-là. Je ne vais pas les reprendre ici. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que nous avons une double division du zodiaque, une division équinoxiale, où tout est organisé autour de l'axe des équinoxes Bélier-Balance, et une division solsticiale, où tout est organisé autour de l'axe Cancer-Capricorne. Ce sont deux appréhensions, deux perceptions du zodiaque, sauf que quelque part, ce n'est plus le zodiaque, finalement. C'est une division binaire du zodiaque, c'est-à-dire qu'on a, dans les deux cas, ce qu'on appelle les doubles domiciles, mais on pourrait aussi parler des doubles exaltations. Même. On a dans les deux cas un processus qui est réversible. C'est-à-dire qu'on va avec les domiciles du Cancer au Sagittaire, et puis après on remonte du Capricorne vers les Gémeaux. Dans l'ordre inverse des planètes. Donc on a bien une division en deux du zodiaque, qui est remplacée par deux séries planétaires qui vont dans un sens, et puis après dans l'autre sens. C'est un peu étrange comme dispositif, que les planètes progressent dans un sens, elles progressent selon le zodiaque, et après elles se succèdent au sens inverse du zodiaque. Bon. C'est un peu comme pour la pression des équinoxes d'ailleurs. Et on a l'autre dispositif, qui est exactement jumeau, et qui s'articule autour de l'axe solsticial, et puis il y a le dispositif qui s'organise autour de l'axe équinoxial, c'est-à-dire de Bélier à Balance et de Scorpion à Poisson. Alors il y a un certain nombre d'anomalies que j'ai signalées, comme par exemple le fait que Mercure peut difficilement être exalté en Vierge, alors que le Soleil est en Bélier. Alors que Mercure ne peut pas s'éloigner de plus de 30 degrés ou même 28 degrés du Soleil. Donc, alors que dans le cas des domiciles, c'est à peu près cohérent, puisque le Mercure est en Gémeaux et le Soleil est en Lion, donc il y a à peu près, il y a des écarts qui sont à peu près cohérents au niveau astronomique, mais alors au niveau des exaltations, ça ne tient pas debout du tout. Certains me diront, mais il n'y a pas besoin de regarder
de la dimension astronomique des exaltations. Peut-être, peut-être. Enfin, n'empêche que c'est quand même pas très, très raisonnable. D'autant plus que Mercure est à la fois exalté en Vierge, mais que c'est un de ces deux domiciles aussi avec le Gémeaux. Donc là aussi, c'est pas très cohérent. Je crois que d'autres personnes l'avaient signalé avant moi, ça. Ou en tout cas, en même temps que moi. Et donc, des choses comme ça. J'ai proposé notamment de, de considérer que les planètes lentes, dans ce système à septénaire, on a laissé de côté pour l'instant la question des planètes transsaturniennes ici, hein, qui ont été rajoutées de manière un petit peu. On y reviendra peut-être. Donc pour l'instant, euh, les, les planètes les plus lentes, c'est-à-dire Mars, Jupiter, Saturne, se trouvent, bien entendu, au bout de l'axe, hein, et les planètes les plus rapides sont d'un côté, et donc les planètes les plus lentes sont de l'autre côté. Donc on a effectivement une binarité à l'intérieur même du système du septénaire. On voit par exemple que Saturne, Jupiter et Mars ont leur domicile dans le bas du zodiaque, si on peut dire, si on considère le haut du zodiaque comme étant Gémeaux, Cancer, Lion, qui regroupe à ce moment-là la deuxième moitié supérieure du zodiaque, ne regroupe plus que les planètes intérieures, Soleil, Mercure, Vénus. Et la partie supérieure ou inférieure du zodiaque, on voudra, regroupe les planètes Mars, Jupiter et Saturne. Donc là, il y a une cohérence. On la trouve dans les domiciles. Est-ce qu'on la trouve dans les exaltations? Non. Pas vraiment. Donc il y a des choses qu'il faudrait quand même corriger, qu'il faudrait revoir. On ne peut pas utiliser indéfiniment des systèmes dont on ne comprend pas, dont on n'a pas la clé. De même que par exemple, le respect du Shabbat ou du samedi ne fait pas beaucoup de sens si on ne sait pas sur quel phénomène astronomique ça s'articule. On peut véhiculer ça pendant des années, mais on ne sait pas si c'est vraiment ça que ça doit être, que c'est là que ça doit se passer. Alors, pour revenir à la question des planètes transsaturniennes, quand on a découvert Uranus, certains astronomes, au bout d'un certain temps, donc dans le courant du 19e siècle, pas avant, on ne s'est pas précipité en 1781 pour corriger les manuels d'astrologie. Ça a pris quand même quelques décennies. Donc, dans le courant du 19e siècle, on a proposé, notamment en Angleterre, d'attribuer Uranus, père mythologique de Saturne, de le mettre à côté de Saturne, de façon à faire pendant, en quelque sorte, aux deux luminaires, Soleil et Lune, en Cancer et en Lion. Donc on mettrait Saturne en Capricorne et Uranus en Verseau. Alors c'était un système qui était assez cohérent si on en était resté là, en quelque sorte. Parce que là, on avait un truc qui était cohérent, on avait une pièce supplémentaire, Uranus, qui était à côté de son fils Saturne, qui était à côté de son fils Jupiter, qui était à côté de son fils Mars. On avait donc 4 générations. Et ça tenait bon. Et les choses sont devenues beaucoup plus compliquées avec la découverte de Neptune. Et moi-même, dans mon bouquin, la clé pour l'astrologie, je disais qu'il aurait bien fallu s'arrêter à Uranus à l'époque. Alors avec Neptune, ça pose un problème, parce que d'abord, premièrement, au niveau mythologique, Neptune, c'est le frère, comme Pluton d'ailleurs, le frère de Jupiter. Donc pourquoi le placer au-delà d'Uranus? On n'est plus dans une généalogie, dans une cohérence généalogique quelle qu'elle soit. Donc mythologiquement, c'est très faible. Et puis, bon, une fois qu'on avait... Alors si on commençait à entamer une nouvelle série Neptune, Pluton, plus de transplutoniennes, pour avoir 4 facteurs, parce que tant qu'on était avec Uranus, ça allait encore, on avait des pôles qui se complétaient assez bien. Au fond, Uranus apportait à Saturne l'équilibre par rapport à Soleil et Lune, aux luminaires. Donc c'était cohérent. Vers 1850, dans la deuxième moitié du 19e siècle, certains ont voulu intégrer Neptune, découvert en 1846, et là, les choses sont devenues beaucoup plus confuses. On a mis Neptune en Lion, on ne sait pas trop bien pourquoi. Neptune en Poisson, bah, évidemment, on n'a qu'à dire, oui, puisqu'Uranus était en Verseau, et Neptune est la planète au-delà d'Uranus, donc
le poisson on va être au-delà d'Uranus. Bon, donc, mais d'un autre côté, euh, alors on va dire aussi que Neptune, par le dieu des mers, est en rapport avec les poissons, nanana. Bien sûr, ça aussi on peut le dire. Mais ça n'est pas très satisfaisant du point de vue généalogique. Et puis en plus, Neptune, alors que Uranus correspond à peu près à la durée d'une vie humaine, c'est plus du tout le cas de Neptune. Donc il y a véritablement, comme je l'écris dans ce livre, une frontière qui passe entre Uranus et Neptune, entre les 84 ans d'Uranus et les 165 ans de Neptune, qui est quand même important, et aussi sur le plan mythologique, il y a aussi un problème, comme on vient de le dire, puisque mythologiquement, avec Uranus, on est à la fin d'un processus. Au-delà d'Uranus, on a le père de Saturne, et donc il n'y a plus rien au-delà d'Uranus sur le plan mythologique. Sur le plan de la généalogie mythologique, Uranus, c'est le cul-de-sac, si on peut dire. Et donc, et d'ailleurs on s'en aperçoit aujourd'hui avec le problème de Pluton, de toute façon. Mais Neptune et Pluton, alors c'est intéressant, c'est que sur le plan de la mythologie nous dit Chronos a dévoré les frères de Jupiter, et donc notamment Neptune, Pluton, et Pallas, Junon, Vesta, etc. Qui sont comme par hasard des dieux qui n'ont pas été attribués dans l'astrologie antique à des planètes. Donc voyez-vous, donc finalement, même la mythologie nous rappelle qu'il y a un certain nombre de dieux qui n'ont pas été attribués à des planètes, et qui donc étaient extérieurs au système. Donc voilà, on est actuellement au milieu du gué, on a attribué Neptune au poisson, et puis après on met Pluton, qui est plus dans qui n'est pas dans la continuité des poissons, mais qui est dans l'autre sens, on l'attribue au scorpion parce que Pluton, scorpion, etc. Et puis on continue à monter, mais il n'y a plus rien. Donc actuellement, comme tout à l'heure en début de cet entretien, Pluton, on ne sait pas très bien où on met son exaltation. Et puis pour la question de Proserpine et de Vulcain, si on veut les appeler comme ça, hein, notamment Proserpine qui est la femme de Pluton, donc il y a une espèce d'axe qui est proposé, eh bien on est toujours un petit peu dans le vague, et finalement ça ne gêne personne, parce que les astrologues, ben, ils en ont pris leur parti. Voilà, telle planète, tel signe zodiacal est dominé par telle et telle planète, et puis tel signe zodiacal par telle autre planète. Il y en a parfois plus, il y en a parfois moins. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On garde aussi les anciens domiciles, de toute façon. Donc tout ça, ça se résout tout simplement. C'est une espèce de langage. Mais ce qui est amusant, c'est quand j'écoute un certain nombre des membres du groupe de Génin, on est dans une sorte de certitude, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'est comme si je disais, c'est un langage qui est totalement figé. Oui, bien entendu, le maître de la Vierge, c'est Mercure. Oui, bien entendu, le maître des poissons, c'est Neptune, etc. Ce sont des choses qui sont totalement cristallisées, figées pour l'éternité, alors qu'on pourrait avoir une exigence structurelle beaucoup plus importante.